Bien, alors ma prochaine intervenante est une intervenante, non pas un intervenant. Donc on a eu deux formidables présentations. Et vraiment, c'est aussi un exploit de leur part à chaque fois. C'est comme la cartographie d'arriver à nous faire tenir autant d'informations et autant de clairvoyance et de façon aussi visuelle, et de réduire la complexité pour nous. Et la prochaine personne qui va réduire la complexité pour nous est quelqu'un qui revient elle-même d'une grande aventure, qui est la maternité, il y a quelques mois, qui depuis a fait les 24 heures de Quiberon en roller. C'est comme les 24 heures du Mans, mais c'est en roller. Et je vous demande d'accueillir Émilie Landois. Alors Émilie, je vais rester un peu avec toi cette fois-ci, parce que moi on me fait toujours des centres de scène et tout, et je m'ennuie tout seul là-bas. D'accord. Donc je vais être dans les parages pour ce qui va suivre, parce que je crois qu'on va enchaîner une partie démonstration et une partie expérience pour commencer à entrer dans le mode interactif avec nos participants. Et pour ça, première étape, démonstration, de quoi est-ce que tu as envie de nous parler? Alors déjà, j'ai envie de vous parler de plein de choses. Déjà, je voulais vous remercier à tous d'être venus. Donc en effet, merci Brice pour cette super introduction. J'étais déjà un petit peu stressée avant de monter sur scène. Là, je pense que je suis terrorisée. Mais bon, non, ça va aller. Donc pareil, la passion pour le roller, c'est vrai. C'était avant la maternité, parce que là, sinon, ça aurait été un petit peu chaud de faire les 24 heures. Mais tout ça pour dire qu'en effet, moi aussi, je suis vraiment une vraie passion pour tout ce qui est changement. C'est vrai que ça, c'est un point fort chez Google et on aime le changement. Que ça ne soit pas uniquement les changements chez Google. C'est vrai que les changements, là, tout ce qu'on disait, les objets connectés, on parle d'imprimante 3D aussi. On a un super projet, je ne sais pas si vous connaissez le projet Tango, qui va permettre de faire du scan, du lidar en intérieur. Bref, ça va être vraiment génial. Et, notre avenir est vraiment chouette. On a de la chance, je pense, de vivre en 2014. On en parlait avec Brice. Et de vivre aussi dans d'autres pays. Donc tout ça pour dire ça, mais c'est vrai que la géomatique, si on se repart un petit peu sur la carte, parce que c'est vrai qu'on est là quand même pour ça, pour la carte, pour le géospatial, c'est vrai que aussi le monde de la géomatique change. Donc on l'a vu avec la mobilité, grâce à la présentation aussi de Didier, la mobilité est vraiment importante, donc la cartographie a changé. D'habitude, j'aurais même écrit sur mes notes, on a déjà fait le sondage, mais là personne ne l'a fait, donc je me permets de le faire. C'est vrai que qui a utilisé Google Maps? Allez, aujourd'hui, il n'est que 14-15 heures, alors entre aujourd'hui et ce week-end, si on peut faire un petit sondage. Merci. Donc voilà, c'est vrai qu'on s'aperçoit de plus en plus que Google Maps, on s'en sert un petit peu tout le temps sur mobile. On s'en sert pour aller voir la localisation de son coiffeur, sa boulangerie, le cinéma, les embouteillages, toutes ces choses-là. Mais on s'en sert pour plein d'autres choses. Je voulais vous montrer, avant de commencer une démonstration, je voulais vous montrer mon téléphone portable avec 2-3 petites applications. Hop. Alors je vais basculer sur mon téléphone. Voilà, il n'était pas bien enfoncé le câble. Parce que là, je me suis amusée à retrouver des applications que j'utilise souvent, en ce moment, et qui sont assez drôles, on va dire. Donc, par exemple, une application que j'ai trouvée il n'y a pas très longtemps. C'est à la fois drôle et à la fois un petit peu effrayant. Là, c'est une carte où on peut retrouver tous les réseaux Wi-Fi et aussi tout ce qui est couverture, en fait, des réseaux Wi-Fi, des antennes téléphoniques qu'il y a à côté de chez soi. Donc là, par exemple, là, on est sur les antennes téléphoniques. Là, évidemment, on est au URI de Londres. On a aussi les paramètres Wi-Fi, donc tous les Wi-Fi disponibles. C'est quand même assez fou, je trouve. On peut retrouver la cartographie de la couverture des réseaux téléphoniques. Donc là, évidemment, autour de chez nous, on a tous les réseaux téléphoniques. Donc ça, c'est quand même des applications, je trouve, qui sont assez fortes au niveau de la carte. Après, un truc un peu plus perso, j'utilise ça. Alors, il y a des fois de la publicité, c'est ça le problème des trucs un peu gratuits. C'est, voilà, une petite pub. Bon, ça, oula, génial en plus. Les enjeux de la télé-réalité, ça c'est fort. Donc ici, on peut faire du roller, on peut faire de la marche à pied. Et j'utilise aussi quand je suis partie à New York, et on peut tout enregistrer, comme ça c'est très pratique. Là, je vais aller ici, dans parcours. Hop, c'est pas ça, c'est historique. Par exemple, ici, là, j'ai fait une balade. Alors, c'était pas... Là, je n'avais pas vu qu'il y avait un mode roller. J'avais mis en mode course à pied. Décidément. Mais je m'en doutais un petit peu. Je ne m'attendais pas aux enjeux de la télé-réalité. Mais ici, c'est quand même vraiment chouette. C'est que bon, je n'ai pas dépensé 406 calories puisque j'étais en roller et pas à pied. Mais là, on voit toute la balade. On voit combien de temps on a couru, etc. On peut, je sais, à un endroit... Je ne sais plus exactement. Je connais ma vitesse moyenne. Je sais que j'ai fait une pointe à 25 km/h. Là, j'ai le Street View. Ça, je ne savais même pas qu'il y avait ça. C'est quand même assez intéressant. Et je sais que sur la carte, on peut avoir une cartographie des couleurs. Par exemple, hop, là j'ai une cartographie en fonction de ma vitesse.
de parcours. C'est quand même génial. Et puis, à New York, c'était rigolo parce qu'on voyait quand est-ce que je prenais le taxi. Et ce qui était bien, c'est que c'était mon téléphone personnel, et j'étais non connectée. Et en fait, la carte se met en cache. Et donc après, on a tout ça sans être connecté à aucun réseau. Donc c'est quand même top. Bon, j'en ai d'autres aussi, là. Uber, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Si ça marche. Hop. Ici, là, en temps réel. Donc ça, c'est la dernière nouveauté. C'est une application qui est assez rigolote quand on sait exactement où sont les voitures, quel type de voiture est disponible autour de moi. Et après, c'est directement en plus accessible dans Google Maps. Ça peut être un nouveau mode de transport. Je pense que vous l'avez vu dans la presse. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Et je vous en montre une dernière. Je ne sais pas si vous le connaissez. En fait, j'étais en voiture. Bon, Émilie, où tu es? C'est une collègue là, qui l'a envoyé pour la démonstration. Mais c'était en voiture. C'était mon mari qui me demandait où j'étais. Et évidemment, en voiture, on n'ose pas trop utiliser le téléphone, c'est déconseillé. Et donc, on peut parler. Ça veut dire qu'ici, je pourrais lui dire, en parlant, je vais lui dire où je suis. Et ici, on peut tout simplement position. OK. Et je vais partager ma position et envoyer ça directement à la personne. Et comme ça, ici, donc ma collègue va tout de suite, je n'ai pas besoin d'écrire, j'ai juste besoin de faire 2 clics. Alors, ce n'est pas du temps réel, mais ça donne juste une image. C'est-à-dire que la personne qui va recevoir ça, directement, elle clique sur le lien, directement, elle sait où je suis. Et après, si on va au même endroit, il suffit qu'elle utilise l'itinéraire, et hop, elle sait dans combien de temps je vais arriver. Donc, c'est quand même assez fort. Mais voilà, ça, c'était juste un petit peu pour le fun. Et parce que ce que je voulais vous montrer aussi aujourd'hui, c'est que la cartographie ou la carte Google Maps, donc en effet, démocratisation de l'information cartographique, ça, on a compris. Google Earth, Google Maps, ça marche pour ça. Mais on l'utilise aussi comme un nouveau type de document. Parce que quand on parle de document, on pense à quoi? On pense aux documents texte, on pense aux documents type présentation, on pense aux feuilles de calcul, on pense même à des graphiques type AutoCAD, voilà, des choses comme ça, des dessins d'architecture. Mais on ne pense pas obligatoirement à la carte. Et voilà, c'est ça qu'on veut faire en ce moment. C'est là que je veux vous montrer les choses. C'est que Google Maps est vu maintenant comme un nouveau type de document. La carte est un type de document au même titre qu'un document doc ou quelque chose comme ça. Donc, je vais rebasculer sur mon Mac. Hop. Et pour vous montrer ça, je me suis mis, pas dans la peau, mais on va imaginer donc un commercial dans le Morbihan qui reçoit tous les mois une liste de super et hypermarchés à visiter. Donc ça, c'est une vraie liste qui a été préparée par Asterop, un partenaire data. Et donc là, j'ai une liste de 28 supermarchés, hypermarchés de la région. Et tous les mois, je les reçois. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la première possibilité? Je prends liste par liste et je vais sur Google Maps, je regarde où sont les différentes enseignes. Mais maintenant, il y a mieux. On peut tout de suite faire très facilement, sans être cartographe, créer un document. Et ce document, comme tout type de document, je vais pouvoir le partager. Donc là, je vais m'amuser à créer une carte. On va passer en plein écran. Hop. Donc ça, vous pouvez le reproduire très facilement chez vous ou au travail, bien sûr. Parce que là, donc, nous sommes dans mon travail. Donc, je vais pouvoir lui donner un nom. C'est comme ça, on va pouvoir la récupérer. On va l'appeler carte atmosphère. OK. Et là, je vais pouvoir importer donc, mon petit fichier de texte. C'est un petit fichier texte là, qui se trouvait ici. À la base, c'était du CSV, mais je l'ai mis dans un tableur pour que ce soit plus clair. Je vais pouvoir l'importer. Hop. Si tout va bien, je vais le retrouver assez vite, ici. Et select. Évidemment, là, dans ce document, je n'ai pas la coordonnée géographique de mes points. Donc, il va falloir que je fasse une opération qui est bien connue, j'imagine, de tous, le géocodage. Donc, j'ai mes adresses et je vais trouver la latitude-longitude. Donc, ici, j'ai plusieurs colonnes. Donc, je vais pouvoir faire adresse, code postal et commune. OK. Et continuer. Bon, là, juste un identifiant, on va dire code magasin. Et terminé. Si tout va bien, ça devrait prendre 5 secondes. J'ai déjà fait plusieurs fois, ça devrait aller vite. Mais toujours en démo, ça paraît toujours beaucoup plus long. On a toujours l'impression de rester sur scène à peu près 2 heures. Voilà, c'était pas 2 heures. Donc là, j'ai une ligne erreur.
on pourrait aller la regarder, mais j'ai une ligne, un point, qui n'a pas été bien géocodé, tout simplement parce que l'adresse n'est pas correcte. Mais pour l'instant, celui-là, on ne va pas s'en inquiéter. Donc voilà, en 3 secondes, et 2 heures pour moi sur scène, eh ben, j'ai donc ma petite carte créée avec tous mes points. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux déjà me donner une idée des distances. Mais avant de me donner une idée des distances, je vais quand même aussi dire où j'habite. Parce que c'est en fonction des données de ma carte, des données qui me sont données, que je vais faire ma tournée. Mais c'est aussi en fonction de mes habitudes. Donc, où c'est que j'habite? Donc, j'habite à Vannes. Donc là, on voit l'écriture automatique. C'est vrai que c'est assez intuitif. 15 rue de la Fontaine, voilà. OK. Donc ici, ça me fait un nouveau point, c'est mon chez-moi. Donc là, bon, c'est mon chez-moi fictif, hein, vous avez compris. Parce que j'habite pas à Vannes. Voilà, je peux lui redonner un nom. Bon, j'arrive pas à c'est pas grave. Je ferai la mise en page un peu plus tard, mais là, pour prévenir, quand j'aurai partagé ma carte, qu'ici, c'est juste mon domicile et pas un point à visiter. Et donc là, évidemment, je connais quand même la région, mais je peux utiliser une idée des distances. Donc là, je peux voir très facilement combien de kilomètres me séparent de mon dernier point. Donc évidemment, ça, c'est de la distance à vol d'oiseau. Donc ça me donne une première idée, mais c'est quand même assez pas très précis. Donc je peux utiliser le vrai calcul de distance. Donc ici, je vais sélectionner par exemple ce point et je vais pouvoir faire un itinéraire. Hop. Itinéraire avec, donc, je vais remettre le domicile. 15, c'est rue La Fontaine. C'est pas du tout le bon. Vous me dites dès que vous le voyez. Hein. Voilà. OK. Donc là, j'ai un itinéraire. Cet itinéraire, je peux bien sûr le modifier. C'est-à-dire que je peux très bien ajouter une destination. Donc, je pourrais ajouter un autre point pour ajouter la destination. Je peux changer, c'est-à-dire que je peux faire des drag and drop. Je peux le décaler. Si par exemple, je veux aller sur cet endroit-là. Par exemple, si je veux aller ici pour voir les meilleures distances. Donc ça, c'est vraiment à la volée. Ça peut vraiment encore m'aider à comprendre mon territoire et voir les distances qui me séparent des différents points. Et évidemment, comme vous le savez, j'ai la destination, j'ai le step par step, donc pas à pas, je peux savoir, donc je peux l'utiliser après en mobilité, c'est ce qu'on va voir juste après. Donc c'est quand même déjà pas mal. Après, il n'y a pas uniquement la distance, c'est-à-dire qu'on sait bien, OK, il y a la distance pour savoir où sont mes points, mais je vais aussi vouloir les classer en fonction de leur importance. Donc là, je reviens ici, et pareil, pas besoin d'être un cartographe ou d'un expert, ça me paraît logique. Je vais pouvoir changer le style de la couleur, le style des points. Donc je peux le changer en fonction de l'enseigne. Donc je peux aller plus loin, par exemple, si je veux vraiment épater mon chef, je peux ici changer le ponctuel, par exemple sur les magasins Carrefour. Je peux très bien aller chercher le logo que j'ai préalablement mis dans mes favoris. Ici, hop. Add icône, hop, hop, et très rapidement, j'ai mes petits magasins. Je ne vais évidemment pas faire toute la liste des enseignes, mais voilà l'idée, c'est quand même, ça rend tout de suite les choses plus visuelles, plus agréables. Après, je peux aussi, bon, d'accord, l'enseigne, c'est vrai que c'est important, mais aussi il y a un score dans cette base de données, ça veut dire que mes données, elles sont rangées en effet par ordre d'importance. Donc là, plus la note est bleue, plus le magasin est intéressant d'un point de vue ménage, consommation, etc. Donc là aussi, ça c'est important. Ça me dit, je vois bien que j'ai des centres commerciaux de ce côté-là, beaucoup plus importants où il y a un potentiel. Je peux mettre plusieurs variables. Je pourrais aussi, par exemple là, si je veux savoir en même temps si c'est un magasin de type Carrefour ou de type Leclerc, etc., je peux appuyer sur label et rajouter un label par exemple, pour avoir l'enseigne. Comme ça, j'ai les deux visualisations. Bon, ça devient quand même aussi un peu fouillis, tout ça. Donc ça, je peux m'amuser à changer le fond de carte. Si le fond de carte m'intéresse moins, je peux basculer sur un fond de carte un petit peu différent. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours obligatoirement plus facile, puisque c'est vrai qu'on est habitué aux couleurs, aux couleurs et aux symbologies de Google Maps. Ce qui est aussi intéressant, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, donc là, je pense que j'ai trouvé à peu près une zone intéressante. Donc là, très simplement, je peux rajouter un calque, Add Layer,
pour justement prévenir que ça va être cette zone-là, ma zone à privilégier. Ici, je vais mettre là. Hop, ça va être zone privilégiée. OK. Et là, je vais pouvoir donc dessiner tout simplement ma zone. Bon, je fais, hop. Voilà, j'ai fait une ligne, très bien, j'aurais dû faire un polygone, mais vous m'avez compris, l'idée est là. Zone de recherche. Je peux mettre une image, je peux mettre un site web, un lien web, il y a vraiment plein de choses possibles. Mais je veux aller encore plus loin parce que je suis très perfectionniste, ou la personne en tout cas du Morbihan est très perfectionniste. Elle se dit, je voudrais visiter tous les magasins Drive parce qu'on sait que le Drive, c'est important. Donc ici, je peux utiliser, si je fais Drive, tout simplement, je vais avoir les enseignes qui proposent un Leclerc Drive, un Carrefour Drive, etc., les enseignes qui proposent du Drive. Et ça, là, on n'utilise pas les données de la base de données, c'est qu'on utilise les données de Google, donc une base de données, la base de données Google. Et donc là, c'est vraiment intéressant, c'est que ça me permet d'enrichir, c'est-à-dire que je vais rajouter des points, je vais pouvoir cliquer sur ce point, par exemple, et l'ajouter à ma carte. Et il va apparaître comme un nouveau point. Et donc, c'est vraiment, là, je fais un peu du zèle, et je vais pouvoir donc partager cette carte avec mon patron, avec mes collègues, etc. Par exemple, mon collègue, s'il est malade, etc., il pourra utiliser ma carte. Je peux le mettre en mode édition ou en mode juste en mode édition, en mode mise à jour. J'aimerais aussi vous montrer sur mobile, parce qu'après, j'ai fait ma carte, je suis contente, mais je voudrais passer sur mobile pour vous montrer le résultat. C'est parfait. Donc ici, je suis revenue sur mon mobile. Ici, j'ai une petite application qui me permet tout simplement donc, d'aller chercher, je suis connectée en tant qu'un pseudo, voilà, et je vais pouvoir ouvrir une carte. En principe, elle a été partagée par moi, ou créée par moi, plutôt, ce serait. Vous l'avez vu? Voilà. Merci, c'est gentil. Souvent, quand on a le nez dessus, on voit moins bien. Donc, voilà. Et la carte se charge. Donc, tout de suite, hop, là, on va se zoomer pour voir les choses. Ça va se mettre à résolution un peu plus normale. Donc, voilà. Donc, là, j'ai ma carte. Donc, vous voyez, en direct, puisque j'avais des cartes backup au cas où, évidemment, on ne sait jamais, il n'y a plus de réseau, non, ça n'arrive jamais. Mais donc, là, j'ai tout de suite ma carte, j'ai ma zone. Et donc, ce qui fait, c'est que je peux utiliser toutes les fonctions du mobile. Ça veut dire qu'ici, si je veux aller, je vais sélectionner un point. Bon, il me donne le code enseigne et je vais pouvoir faire l'itinéraire. Lancer l'itinéraire, hop, je me retrouve dans Google Maps. Donc, l'itinéraire, j'ai 4h37 de voyage. Et là, Google Navigation se met automatiquement en route. Et avec, je n'ai pas mis le son, mais là, hop, j'ai la petite dame qui va me parler. OK, à 300 mètres, vous tournez à gauche, etc. Et voilà, c'est parti. Donc là, j'ai vraiment, je pense que c'est à peu près la fin de ma démo. L'objectif, c'était de montrer que c'était facile à faire, que c'est facile à partager et que ça aide vraiment d'un point de vue professionnel. C'est tout simple à faire en mobilité ou sur desktop. Merci beaucoup, Émilie. Un grand applaudissement pour Émilie. Là, l'objectif, c'est de faire une sorte de petit break, d'un petit jeu. Tous ensemble, vos animateurs de table vont vous guider, mais vous allez remplir un petit formulaire. Et en fait, l'objectif, c'est qu'on est 150, voire un peu plus, je pense. Et, ou pas, je ne me rappelle pas. On va vite savoir combien on est. Et l'objectif, c'est de faire une carte. On va créer une carte en temps réel de tous. Donc, vous allez vous trouver sur la carte, on va voir un petit point. Et donc, une première chose qu'on voit, moi, que j'aime beaucoup, c'est le petit tableau de bord. Peut-être le remontrer 2 secondes avant de... Donc, là, automatiquement, on remplit un questionnaire, ça redevient automatiquement un formulaire, et on voit en temps réel, là, voilà, on est à 143, donc tu avais raison, on est à peu près 150, si je compte les quelques personnes qui n'auront pas pu ou pas souhaité. Et pour toutes les personnes qui disent que les Français sont des râleurs, c'est pas vrai. Parce que 84% d'entre vous, vous êtes contents de votre temps de transport pour venir ici, et ça prouve que quand même on est un peuple optimiste, quoi qu'il en dise. Ou alors, peut-être que quand on travaille dans l'univers de la géo, ça nous rend plus optimistes que quand on fait autre chose dans la vie. Et du coup, évidemment, j'imagine Émilie qui va nous montrer tout ça sur une belle carte. Exactement, parce que c'est vrai que là, ça donne des petites informations, mais on va essayer d'en avoir d'autres. Donc, j'ai juste à retrouver, pareil, un petit fichier qui s'appelle « Votre parcours ». On va le retrouver, j'espère. Bon, il fallait bien qu'il y ait un petit bug, Non, c'est pas un petit bug, il fallait que je... Est-ce que vous le voyez? Votre parcours ce matin, non?
Oui. Merci. Alors là, ça va être un petit peu plus long quand même, parce qu'il y a 140 réponses. Alors, hop, on va venir voir donc au niveau d'où venez-vous ce matin. C'est là où vous avez mis vos adresses, en principe. On va faire continuer. On va laisser vous mettre le nom, ou on va plutôt mettre le numéro de table. Et on va faire finish. Donc là, j'ai déjà chronométré au moins aussi 10 fois. On est à peu près à 15 secondes. Mais l'idée, c'est de voir s'il va exister une répartition spatiale. Moi, en tant que géographe, je vais voir si est-ce que les gens à l'est sont plus contents qu'à l'ouest, est-ce que ceux qui prennent le vélo sont plus contents que ceux qui prennent le train, ou peut-être qu'il n'y aura rien du tout, hein, et que ça sera voilà. Donc déjà, il y a des gens qui viennent de très très loin, hein, quand même, faut l'avouer. Tu remarques, attends, revote 2 secondes. Si, tu vois, on a quelqu'un ici qui vient de la petite île. je pensais bien que quelqu'un viendrait de ce petit pays le plus petit du monde. Il est venu en vélo, Voilà, l'objectif, hein, bien sûr, ce sont des données c'était vraiment juste pour la démonstration, donc vous avez bien fait de vous amuser. Donc là, on voit d'où viennent les gens, donc on a en effet, donc on a une grosse masse quand même sur Paris. Il y a des gens qui ont fait du chemin quand même pour venir. Hein, exactement, on a des Toulousains. Ah, ça fait plaisir. Et donc là aussi, je vais pouvoir changer le style, donc je vais pouvoir voir si les gens sont plus contents. Donc d'où venez-vous? Êtes-vous satisfait du mode de transport? Donc on voit que globalement le bleu est sur Paris, c'est bien, il y a quelque chose à dire quand même. Donc en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas... Voilà. Alors. Est-ce que les gens sont quand même plus contents. On va quand même refaire pareil, on va changer. Ah oui, c'est les gens satisfaits, c'est en jaune, satisfait. Voilà, en jaune, c'est satisfait. En bleu, c'est les gens un peu moins satisfaits. Vas-y, dézoome un peu. Voilà. Bon. Ouais. Après, hein, c'est des cartographies en temps réel, hein, on ne peut pas toujours tout avoir. Moi, c'est la météo. Hein. Beaucoup de satisfaction autour de l'Alsace, dans le sud. On peut voir aussi les temps de trajet. On peut reprendre un petit temps de trajet. On va le mettre en catégorie. On va le mettre... Alors, je vais mettre plutôt en rang. On va faire des temps de trajet. Ceux qui ont mis le plus longtemps, évidemment, ça paraît logique. Cette répartition spatiale ne m'étonne pas que ceux qui sont le plus loin ont mis le plus longtemps. Ça, mais on voit quand même qu'il y a des gens qui ont mis... Il y a quand même quelques personnes qui ont mis très très longtemps à venir de la banlieue nord. Voilà. Là, il y a quand même par rapport à ceux qui sont venus de Toulouse. Thierry, que je ne citerai pas, a mis quand même de plus de 2 heures pour venir. Donc merci Thierry d'être venu. Ah bah... Et donc voilà. Après, on peut regarder aussi évidemment, on ne va pas refaire la démo, mais on va regarder aussi les types de transport. Hop. Type de transport. Alors oui, là ce que je vois, il y a quelqu'un, je l'ai entendu. Il y a quelqu'un qui est venu en navette spatiale. Il y a quelqu'un qui est venu en navette spatiale. Exactement. Donc on va quand même l'afficher. Voilà. On a quelqu'un qui est venu en navette spatiale. Heureusement. Donc, eh bien, écoute, peut-être que le mieux, ce serait qu'on l'identifie. Parce que moi, je suis très curieux de qui est venu nous voir. En cliquant dessus, j'ai pu l'identifier déjà. Ah, tu dis que Jean-François Clairvoy est là parmi nous aujourd'hui. Eh bien, Jean-François Clairvoy est là parmi nous aujourd'hui. Je précise en 2 mots quand même, pour ceux qui ne connaissent pas encore. L'un des Français qui aura le plus voyagé dans l'espace, un de nos astronautes à nous. Il a été 3 fois sur la navette spatiale américaine. Il a passé une dizaine de jours, je crois, à bord de la Station spatiale internationale Mir. Et effectivement, lui, il est venu très très vite de très très loin pour nous parler aussi de la Terre et de la carte et de la belle chose qu'on a vue sur informatique et qu'on voit sur pas mal d'écrans. Mais lui, il l'a vu depuis un hublot. Jean-François Clairvoy. Bonjour à tous. Bon, je vais essayer là en quelques minutes de vous faire partager mon expérience. J'ai eu la chance de voler 3 fois dans l'espace en navette. Et bon, je vais essayer de synthétiser et puis au passage vous dire combien j'adore la Terre, j'adore me reconnaître sur la Terre et puis combien les cartes sont importantes pour nous. Je suis un très grand fan de Google Maps, Google Street, j'utilise très très souvent. Alors là, on démarre le... Voilà, c'est la photo de mon 3e équipage. Parti en 1999, en décembre, on a passé Noël dans l'espace pour réparer le télescope spatial Hubble, qui a dressé la première cartographie dans le visible de l'univers de façon totalement inouïe, puisque certains scientifiques considèrent qu'il y a un avant-après Hubble, comme il y a un avant-après la lunette de Galilée. Donc, ce que vous voyez tout de suite sur cette image, c'est avant tout un travail d'équipe. On ne peut pas tout seul faire le job. Et derrière nous, 7, il y a des centaines de personnes au sol. Et ce que vous voyez aussi sur cette image, c'est que nous portons des combinaisons un peu particulières, un peu complexes, qui laissent supposer que l'atmosphère, enfin l'environnement dans lequel on va travailler n'est pas très sympathique et même hostile. Alors je vous laisse écouter maintenant
un discours sans lequel je ne serais pas là ici. Il y a une leçon à tirer de ce discours. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Alors, ce discours est très connu et en fait, c'est une leçon qu'on peut tirer pour tout ce qu'on fait dans la vie, que ce soit le sport, les hobbies, le travail. Si on se donne comme objectif que des objectifs faciles à atteindre, si on fait que des choses qu'on a déjà faites ou qui sont faciles, on ne saura jamais de quoi on est capable à la limite. Et la seule façon de savoir de quoi on est capable à la limite, c'est de se donner un objectif dont on n'est pas sûr à l'avance qu'on va l'atteindre. C'est le cas dans le domaine spatial. Quand on lance une nouvelle mission spatiale, en général, plus de 50% des problèmes posés par cette nouvelle mission spatiale, comme la sonde Rosetta qu'on a lancée il y a plus de 10 ans, le programme lancé il y a 20 ans et qui va se mettre en orbite autour d'une comète cette année, on n'est pas sûr qu'on va y arriver. Et on parie sur les ingénieurs, les scientifiques pour y arriver. Voilà, on ne le fait pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile. Alors, au passage, on choisit quand même une cause noble, qui est l'exploration spatiale, qui fait avancer la connaissance et derrière la connaissance, le progrès de la société. Alors, je vais vous parler un peu de quelques éléments qui caractérisent le vol spatial, qui sont ici résumés en points clés. Pour commencer, le goût de l'aventure. Ici, vous avez une photo d'un géologue, Harrison Schmitt, un des derniers Américains à avoir marché sur la Lune. Alors, c'est un environnement hostile, mais comme dans la nature, la biodiversité est indispensable pour pérenniser l'espèce, entre guillemets, des astronautes, ou même pour pérenniser une activité. Aujourd'hui, les métiers qui mènent au métier d'astronaute, les métiers classiques, les astronautes sont sélectionnés parmi des professionnels qui exercent déjà un métier. Vous avez une variété extrêmement large, un éventail très large, depuis vulcanologues comme l'Allemand qui décolle dans 2 jours, jusqu'aux vétérinaires, chirurgiens cardiaques, astrophysiciens. Vous avez aussi des océanographes, toutes sortes de métiers d'ingénieurs, en électronique, en astronautique, en propulsion, en structure, et puis beaucoup de métiers opérationnels, c'est-à-dire des astronautes qui, dans leur métier précédent, étaient pilotes d'avion, pilotes d'hélicoptères, nageurs de combat, plongeurs professionnels, pilotes de sous-marins. On retrouve tous ces métiers, tous ces corps de métiers dans le corps des astronautes. Alors bien sûr, c'est un métier à risque. On estime aujourd'hui à une chance sur 100, 200 d'y laisser sa peau. Donc c'est pour ça que c'est réservé à des professionnels. Le risque vient du fait que l'énergie mise en jeu est considérable, puisqu'au moment où la navette spatiale développe son maximum d'énergie, de puissance, 2 minutes après le décollage, c'est de l'ordre de 45 gigawatts. C'est-à-dire que si on pouvait transformer en électricité l'intégralité de la puissance électrique, la puissance de propulsion fournie par les moteurs, on pourrait alimenter la moitié de la France quand elle atteint son pic en hiver, que tout le monde met son chauffage électrique. C'est colossal. Mais aussi le rayonnement, le vide, et puis le risque psychologique, j'en reparlerai. Les sensations, je les résume en 3 grandes sensations. C'est extraordinaire, c'est les grands coups de pied aux fesses au décollage. Vous ne savez pas où vous allez, mais vous sentez que vous allez quelque part quand ça décolle. C'est un des rares moments dans la vie d'ailleurs où notre destination n'est pas un endroit physique. On vise un point virtuel dans l'espace qu'il faut atteindre avec une certaine vitesse dans une certaine direction. L'impesanteur, le ciel noir en plein jour, ça va sans dire parce que le bleu c'est l'atmosphère qui émet le bleu, mais quand on est au-dessus de la Terre en plein jour et que le ciel est noir, d'encre, qu'on ne voit pas les étoiles, sauf si on fait quelque chose pour les voir, ça fait un peu bizarre. Mais je crois que ce qui marque le plus la vie des astronautes, c'est la vue de la Terre. Je connais des Russes qui ont volé plusieurs fois 6 mois dans l'espace. Ils ont survolé plusieurs fois n'importe quel endroit de la Terre sans qu'il y ait de nuages au cours de leurs différentes missions. Vous leur montrez n'importe quelle photo de n'importe quel endroit sur Terre, ils reconnaissent visuellement, par cœur, où c'est et comment ça s'appelle. Ils connaissent par cœur visuellement la planète. C'est un peu mon fantasme d'astronaute. Grâce à mon premier vol, je me débrouille pas mal parce que c'était un vol dédié à l'étude de l'atmosphère, donc on volait sur le dos tout le temps. Et j'ai survolé pas mal de régions du monde sans nuages plusieurs fois. Mais il faut que j'y retourne. Bon, les défis techniques, vous en doutez, c'est surtout lié à la précision du travail. Donc, réparer Hubble, c'est pas évident. On n'a pas droit à l'erreur. C'est au millimètre près pour pas perturber les senseurs stellaires quand on remplace par exemple les ordinateurs.
C'est le vide dehors. Moi, je pilotais ce bras robotique. C'est comme un bras humain avec une épaule, un coude, un poignet, 15 mètres de long, et qui m'a servi à capturer le télescope et les jours suivants à déplacer mes collègues. J'avais installé un cale-pied et le collègue me dit Billy Bob, c'était mon surnom, tu veux bien me donner 2 pouces à gauche, 2 pieds vers l'avant, 10 degrés à roulis à gauche, 30 degrés de lacet à droite et 40 degrés de tangage vers l'avant. Il fallait que je convertisse toutes ces demandes de mouvement en action sur 2 manches de pilotage. Mais en étant entraîné à la fin, ce bras était une extension de mon corps. C'est une caractéristique du voyage spatial. Tout ce qu'on manipule, y compris notre vaisseau, la navette, est une extension de notre corps. On le connaît par cœur jusqu'au moindre boulon. Il y a 1000 interrupteurs dans le cockpit. Je peux vous décrire leur nom et vous dire à quoi ils servent même plus de 10 ans après mon 3e vol dans l'espace. Et c'est ce qui nous donne confiance en nous. Les défis logistiques, on manipule plusieurs centaines, voire milliers d'objets par jour. Au début, on en perd un peu, mais à la fin, on est bien organisé. Il faut prêter son corps à la science pour être astronaute, mais ça vaut le coup. Je peux vous dire que j'ai une cartographie en 3D de mon propre corps que j'aurais jamais eu si j'avais pas été astronaute. J'ai été exploré par tous les orifices, par tous les appareils, radio, échographie, phonocardiogramme, etc. Et donc on a la chance d'en apprendre beaucoup sur notre propre corps en étant astronaute. Psychologique parce qu'on est confiné, mais on est sélectionné pour ça. Si vous êtes claustrophobe, vous ne pouvez pas passer. Il y a un test d'ailleurs de confinement où on vous met dans une petite boule de 1 mètre de diamètre, fermé complètement dans le noir. On vous demande juste de ne pas vous endormir. Et on vous dit pas combien de temps à l'avance on va vous laisser là-dedans. Bon, en général, c'est d'ordre entre un quart d'heure, une demi-heure, mais c'est pas... L'isolement, c'est pas la même chose. Les gens souvent confondent. On peut être isolé, mais pas confiné. Par exemple, ceux qui sont en Antarctique, ils peuvent sortir de leur station, mais en hiver austral, avant qu'on puisse les rejoindre physiquement ou qu'eux, physiquement, puissent rejoindre des secours, c'est pas possible. Et puis, on est tout seul pour gérer nos pannes à caractère urgent à bord, mais pour ça, on est bien formé. On nous pose souvent la question, qu'est-ce que la peur ? Pour moi, la peur, c'est quand on est face à l'inconnu. Si demain, je vous donne un ticket pour aller dans l'espace, vous avez de bonnes raisons d'avoir peur. Vous ne savez pas ce qui va se passer, si vous êtes malade, si ce bruit est normal, ce flash. Mais nous, quand on part, ça fait plusieurs mois qu'on est entraînés, plusieurs mois, 6 mois dans le cadre de la mission Hubble, ou 10 mois. Donc, à l'avance, on sait que ce jour-là, à cette heure-là, mon job sera de faire ça. Et au moment où ça arrive, c'est normal dans ma vie. Même si on est tendu parce qu'on a conscience de l'énergie mise en jeu, du risque, du challenge, on n'a pas envie de revenir bredouille. Notre obsession, c'est par exemple, pour Hubble, réparer Hubble. On ne veut pas revenir en disant on n'a pas réussi. Voilà. Donc maîtriser la peur, c'est savoir où l'on va et pourquoi. Votre mission, si vous l'acceptez, allez réparer le télescope spatial Hubble. Alors c'est un vrai travail d'équipe. Et là, j'ai résumé pour moi ce qui est très important dans le travail d'équipe, c'est d'abord le but. Il faut avoir un objectif, un but que tout le monde s'approprie. On ne cherche pas à bien faire notre job pour faire plaisir au commandant de bord. On a tous des tâches à bord, on dépend tous les uns des autres, mais on a tous envie, avec la même force, de réussir. Et c'est ça qui soude l'équipe et qui fait qu'à la fin, on forme. Je vous dis, au début de l'entraînement, on est un peu rouillé, on meurt dans le simulateur, on n'est pas très fier. Mais à 2 mois, 1 mois du décollage, on est Superman. Les instructeurs peuvent inventer les scénarios les pires, avec la fuite de carburant, la fuite d'air, le feu à bord, le court-circuit, le manche de pilotage qui ne répond plus. Au début, on n'est pas très performant, mais à la fin, on est Superman. C'est nous qui appelons le sol en premier. Houston, Atlantis, on voit ça, ça et ça, on pense qu'on a tel problème, on n'est pas prêt à aller dans telle page de telle checklist. Et le Houston, Atlantis, attendez, on regarde. Alors qu'au début de l'entraînement, c'est un peu l'inverse. C'est important d'être compétent. Et ça, à l'entraînement, ça sort tout de suite. On voit tout de suite celui qui n'est pas vraiment encore au niveau, mais dans ce cas-là, il fait des cours en plus, il fait quelques séances de plus. Et la communication active, l'écoute active. Très important, l'écoute active. On a tendance, dans notre vie speed, de faire attention à ce que dit l'autre seulement quand il dit quelque chose qui nous intéresse. Mais là, dès que l'autre est en train de parler dans une situation un peu de crise ou difficile, c'est un acte de générosité totale. Vous vous donnez entièrement à celui qui parle qu'est-ce qu'il est en train de me dire, même si ça concerne un système qui n'est pas votre responsabilité. Et c'est comme ça que le jour du décollage, on forme une équipe de frères et sœurs très soudés, qui restent frères et sœurs à vie d'ailleurs, après une mission pareille, et qui fait qu'on réussit. La préparation, c'est John Young qui disait « Prepare for the worst and hope for the best ».
On passe plus de 70% de notre entraînement. Bon, ce n'est pas quelque chose que peut se permettre une entreprise qui veut étudier tous les scénarios économiques, politiques et tout dans son business. Mais nous, on passe plus de 70% de notre temps à nous entraîner à des cas de panne, à des cas. Et les instructeurs, je vous l'ai dit, sont très tordus dans leur esprit et ils cherchent à nous piéger. Mais à la fin du vol, ils n'y arrivent pas. Donc, c'est comme un bon pilote d'avion. Un bon pilote d'avion, quand il met le plein gaz au décollage, que ce soit un pilote de chasse, un pilote d'aéroclub ou autre, dans sa tête, il doit se dire « je sens que je vais avoir une panne moteur au décollage ». Il faut se préparer au problème. Et nous, on est equipment failure oriented, comme on dit. On est mission success oriented, on est obsédé par réussir la mission. Ça ne se passe jamais comme c'est prévu. Il y a toujours des pannes. La plupart du temps, la grande majorité des cas, c'est jamais très grave, donc on les gère, on fait notre travail. Il y a eu quelques catastrophes dans l'espace qui n'ont jamais conduit à la perte de l'équipage, à l'explosion d'un réservoir dans Apollo 13, un feu catastrophique dans Mir, et puis une autre fois une collision qui a fait qu'elle a perdu un tiers de l'atmosphère. Oui, à propos d'atmosphère, je ne sais pas si vous vous souvenez de la photo, l'atmosphère vue de l'espace, qui nous fait vivre tous, c'est du papier de cigarette. On se rend compte combien notre vie ne tient pas à grand-chose. Dans Mir, ils ont perdu un tiers de leur atmosphère, ils ont réussi à sauver leur peau. Mais enfin, il y a eu 4 accidents mortels, malheureusement, mais c'était uniquement dans les phases de débauche d'énergie dans l'atmosphère à la montée ou à la rentrée. Bon, ma définition de l'excellence, c'est l'aptitude à atteindre le niveau de perfection nécessaire quand les marges sont très faibles ou quasi nulles. Et dans le domaine spatial, dans le domaine de la haute technologie, on n'a pas droit à l'erreur, donc il faut être très bon. Et ça, tout le monde peut le devenir. Il manque juste parfois la motivation chez certains. Et la motivation, c'est le but, c'est la grandiosité du but qui vous force à être excellent. Et ça, c'est ma définition de l'inconnu. Quand on part, on sait où on va. On va dans l'espace, réparer Hubble, mais on ne sait pas à quelles anomalies, quels changements de mission on va faire face, et on est préparé à ça. Voilà, à chaque fois qu'on a un problème, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est cherchons la solution. On est convaincu qu'il y a une solution et on la trouve. La vie à bord, c'est du camping. On ne cherche pas le confort, c'est comme du camping, à la bonne franquette pour dormir, se laver, aller aux toilettes. Alors vous voyez, là, celui qui est à l'envers, il a un oreiller qui ne sert à rien. Si vous l'enlevez, la tête elle reste au même endroit. Mais certains astronautes aiment bien sentir la tête qui presse sur un oreiller parce que ça rappelle la maison. On a besoin parfois de se rappeler qu'on est des terriens et qu'on a notre vie normale, c'est sur Terre. On est tous ambassadeurs de la Terre. Alors, je parraine une association en Polynésie. C'est juste pour vous dire, quand vous regardez la Terre depuis l'espace, même si on le sait, le fait de le voir physiquement avec vos propres yeux, qu'elle est finie, on ne peut pas s'empêcher de faire la comparaison avec notre propre vaisseau spatial. La Terre est un vaisseau spatial. Nous sommes tous membres d'équipage de ce même vaisseau spatial. Et si on veut faire une comparaison de système à système, on fonctionne à système, comme dans tout véhicule, il y a un système dans la navette qu'on appelle le Environment Control Life Support System, ECLSS. Ils aiment bien, les Américains, lire les acronymes comme des mots. Donc le système de support, vie et de contrôle de l'environnement. C'est ce que fait l'océan pour notre planète. C'est mal connu, mais c'est l'océan qui est le principal producteur d'oxygène, absorbeur du gaz carbonique, qui régule le cycle de l'eau et de l'humidité et de la température. Et malheureusement, on n'en a pas assez conscience. Et si on rend l'océan trop acide, par exemple, par le gaz carbonique rejeté en trop grande quantité, on risque de perdre toute une chaîne alimentaire qui causera des catastrophes d'alimentation sur Terre. D'ailleurs, bon, je n'ai pas de carte à vous montrer, mais ce serait bien de voir une cartographie de la répartition des différents produits chimiques. Dans mon premier vol, on a mesuré la concentration dans l'atmosphère en 3D de plus de 200 produits chimiques. Alors tout ça, c'est une histoire d'humain. Nous sommes, ici vous avez Neil Armstrong, nous sommes des explorateurs. Notre but, c'est, au nom de l'humanité, c'est faire avancer la connaissance. Mais nous sommes avant tout des hommes et des femmes qui ont besoin du soutien de leur père. Donc nous sommes très conscients, les astronautes, on a l'impression d'être très forts, mais on a besoin des spécialistes au sol qui ont conçu la mission, qui font le contrôle pendant le vol. On a besoin de nos familles. Et quand on regarde la Terre, au début, on a un sentiment de supériorité parce qu'on domine visuellement. L'horizon est à 2500 km à la ronde. Et puis dès qu'on voit le village où on a été en vacances, où se trouve la famille, on se dit on n'est vraiment, vraiment pas grand-chose. Et on a envie de revenir, mais pas tout de suite quand même. Moi, je regrette d'être resté à chaque fois qu'une dizaine de jours. Je serais bien resté quelques mois, ne serait-ce que pour apprendre la Terre par cœur visuellement.
Bon, maintenant, je voudrais vous faire écouter le logbook d'un commandant de bord qui m'a fasciné quand j'étais gamin et qui me fascine toujours d'ailleurs. Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Voilà, c'est exactement ce qu'on fait à l'Agence spatiale européenne et aussi à la NASA et dans les agences spatiales. Notre mission, explorer des mondes étranges, rechercher la vie, rechercher de nouvelles civilisations. Bon, là, on n'en est peut-être pas là encore. Hein. Et avec audace, avancer vers l'inconnu. On a lancé, par exemple, il y a une vingtaine d'années, la sonde Huygens, une sonde européenne, qui s'est posée 10 ans plus tard à 1,4 milliard de kilomètres de la Terre, avec une précision de 1 km localement, sur une lune de Saturne qui s'appelle Titan. Et cette année, j'en ai parlé tout à l'heure, mais vous en entendrez parler tout au long de l'année, une sonde européenne, c'est une grande première, lancée il y a 10 ans, va se mettre en orbite autour du noyau d'une comète qui fait à peine quelques kilomètres de diamètre, donc la gravité est quasiment nulle. Donc on a mis des harpons sur les pieds pour qu'au moment du contact, ça s'accroche bien à la glace. Et ça, c'est l'atterrisseur qui se posera en novembre. Donc voilà, c'est très important de se donner des défis, de regarder toujours dans le futur, d'accroître la connaissance. Et vous êtes, en fonction de ce que vous faites, chacun dans vos domaines différents, au service de la société. Hein. Pourquoi le sens de l'existence, le sens de la vie, c'est servir la société, servir l'espèce humaine. Et dans le cas de l'exploration spatiale, c'est quelque part contribuer à pérenniser notre espèce. Vous savez qu'il y a eu 5 extinctions majeures du vivant sur Terre. Dans le passé, la plus connue, c'est celle des dinosaures, hein, la plus récente. Et si on ne fait rien, si on n'apprend pas à faire face aux défis climatiques, géologiques que la Terre connaîtra hein, dans les quelques milliards d'années qui restent à vivre à notre planète, ben, l'espèce humaine disparaîtra complètement un jour. Donc, il faut bien d'abord explorer la Terre et bien cartographier la Terre, alors la surface, après le fond des océans, les grottes, tous les endroits où on pourra se réfugier. Et puis, je sais qu'avec Google, on commence à pouvoir survoler, je l'ai fait plusieurs fois, d'autres planètes du système solaire. Et qui sait, dans un futur peut-être un peu plus lointain, on pourra voyager dans une cartographie vraiment réelle de notre univers pour voir où est-ce qu'on pourrait apprendre à l'espèce humaine à vivre avant qu'on disparaisse sur Terre. Bon, merci de votre attention et on a une dizaine de minutes.